15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité humoriste et acteur français connu pour ses sketchs mythiques comme Morales, la belle-mère, le travesti belge ou encore le collabo rose à la télévision récemment. Vous le voyez dans la série Scène de ménage depuis l'année dernière. Didier Bénureau revient sur scène pour Bénureau entier à partir du 26 janvier, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. C'est au studio des Champs-Élysées. L'occasion bien sûr de longuement en parler. Un échange suivi également de mon coup de cœur à 16h05 avec le spectacle Zage. Allez, c'est l'occasion de démarrer cette émission et découvrir nos invités en direct toujours sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Didier Bénureau. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vous ai observé ces dernières heures beaucoup dans les interviews sur scène, avec vos sketchs bien évidemment. On va en parler longuement dans cette émission comme je viens de le dire. Mais d'abord, on aime savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va tenter de faire cela en même temps dans cette émission. Mais pour démarrer, je vais vous demander à vous 3 mots pour vous décrire. Quels mots diriez-vous ? Oh, c'est difficile. C'est très difficile ça. Vous voulez parler de mon travail ou... je veux parler juste de ce qui vous vient en tête. Joueur. Ok. Timide. Et curieux. Et curieux. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission, Didier Bénureau. Mais pour démarrer, le début, toujours le début. Didier Bénureau, vous êtes né un 28 octobre à Courbevoie. Avec Oui. le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance assez joyeuse. On était 5 enfants. Et moi, je suis arrivé, j'étais l'avant-dernier. Et donc, j'avais des sœurs. J'avais une petite sœur, 2 grandes sœurs, un frère. Et c'était très, très joyeux, bien qu'on était dans un tout petit appartement à Courbevoie au départ, jusqu'à mes 8-9 ans. Mais c'était très joyeux, on s'entendait bien et j'ai pas manqué d'amour et je crois que j'ai été bien aimé. On s'en rend pas compte qu'on est bien aimé. On trouve ça normal, mais c'est pas si courant. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, dans une famille aimante, Oui. modeste au départ, quel cœur de métier faisaient vos parents ? Ma mère a été couturière. Je dis a été parce que avec les 5 enfants, c'était pas facile, mais elle a été couturière. Donc, Oh, c'est pas bien grave. Ça nous fait un petit peu de musique en toile de fond. Et voilà, on va couper. Et mon père, il était préparateur de fabrication en métallurgie. Il travaillait chez Aubert et Duval. Je ne sais pas si ça existe. C'est une grosse société qui fait des trains d'atterrissage pour les avions. Enfin, à l'époque, voilà, c'était un technicien en fait. Rien à voir avec ce que vous allez choisir vous dans votre vie, de votre Rien à carrière. À l'âge de 7 ans, Didier Bénureau, vous êtes enfant de cœur comme votre frère aîné. Ça semble logique. À 15 ans, vous... Je me permets de vous couper parce qu'avec le recul, en fait, j'ai été enfant de cœur parce que mon grand frère était enfant de cœur, donc j'avais envie de faire pareil. Ouais. Mais en fait, je me suis aperçu que je croyais pas tellement à ce qu'on me racontait de la religion et que je me laissais faire. J'écoutais très bien. Les principes dans toutes les religions sont généreuses. Voilà, faut. Ça, j'entendais bien. Mais Dieu, je me suis aperçu après que peut-être que je suis devenu comédien parce que ce que j'aimais en fait là-bas, c'était de servir la messe, les burettes, lire les textes. Et ça me plaisait. C'est-à-dire que je voyais ça comme un jeu. Un petit peu un jeu, je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais oui, je me suis dit que, en tout cas, j'y aurais pas été tous les dimanches si je n'avais pas été enfant de chœur. J'y serais allé sans doute de temps en temps à l'église, mais pas comme ça.
Ouais, parce que dans la religion catholique, l'enfant de chœur, il fait plein de choses. Il lit, il s'occupe du calice, il regarde les gens. Et quel lien vous faites avec le métier d'acteur alors? Je me suis dit, j'ai commencé, la première fois que j'ai lu un texte, j'avais 8 ans, devant une église remplie de gens. J'ai eu le trac, d'ailleurs, beaucoup de trac. Je m'en souviens encore. Vous l'avez encore, le trac? Je crois que tous les comédiens ont... Alors, quand on a du métier, ça passe vite. Mais avant de jouer, on ne sait jamais... Oui, je crois que si j'avais pas peur de décevoir, c'est que j'y tiendrais moins... Enfin, c'est que je ne serais pas assez investi. J'ai du mal à comprendre comment on ne peut pas du tout avoir de trac. Si, moi j'ai peur de... Peut-être que les gens vont pas aimer, ils ont aimé hier, avant-hier, mais peut-être qu'aujourd'hui, non. Vous savez, le public est différent tous les soirs, donc oui, forcément, absolument. Donc le sentiment, l'ambiance différemment n'est jamais la même. Alors, à 15 ans, vous découvrez la guitare, qui devient une passion. À 19 ans, vous décidez de fonder un groupe acoustique qui s'appelle Quasi Folklore. Et c'est ce groupe-là qui vous fait connaître quand même un petit peu au départ, c'est-à-dire qui vous fait un petit peu aller sur le devant de la scène. Ah oui, mais ça, c'était... Je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, ça a été... me faire connaître, non. Parce qu'en plus, je jouais de la guitare, je chantais pas. Donc, je passais un petit peu inaperçu dans ce groupe, je crois. Il y avait une chanteuse, un chanteur. Et c'est vrai qu'on a fait une télé... Enfin, 2 fois, d'ailleurs, cette télé. Patrice Laffont. Ouais. Après votre service militaire, vous faites des animations à la MSC de Villeneuve-la-Garenne. Vous êtes déguisé en lapin et c'est là que vous découvrez, je pense, peut-être, sans doute, votre talent d'humoriste ou du moins d'amuseur en tout cas. C'est-à-dire que là-bas, j'avais un copain qui s'occupait de ce centre culturel et il faisait des cabarets, il organisait des cabarets avec des gens, des prestigitateurs, des chanteurs, des poètes, tout un tas de gens comme ça, et les gens, il y avait un public qui venait, la salle était pleine, il y avait peut-être 100 personnes, 120 personnes, c'est une petite salle. Mais, et nous, on était censés, lui aimait bien déconner, en fait, voilà. Et donc il avait envie de ne pas être tout seul, on pourrait faire des sketchs, machin. Et j'ai commencé à faire ça. Et c'est vrai que je me suis aperçu que j'avais le trac avant, mais dès que j'étais sur scène, je m'amusais. C'est ça, c'est-à-dire que là, ça colle totalement avec les 2 mots que vous nous avez donnés, joueur et timide. Au départ, voilà, il y a cette espèce de frein, mais vous êtes poussé, vous y allez. Une fois qu'on me regarde, je fonce. Voilà. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Et à ce moment-là, vous prenez des cours de théâtre et vous vous dites, je veux être acteur. C'est presque ça. En fait, ce même garçon, qui s'appelle Claude Bonadonna, m'a dit un jour, il y a une jeune femme qui propose de donner des cours de théâtre dans cette maison de la culture, et on est 3. Tu veux pas venir ? J'ai dit, mais j'étais pas particulièrement plus intéressé que ça. Je me suis dit, oui, d'accord, essayons. Et donc, j'y suis allé. Je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, elle a dit, au prochain cours, il faut que vous allez jouer un monologue. Trouvez dans vos bouquins scolaires, ce que vous voulez, un monologue dans une pièce de théâtre. Et donc, j'ai joué le misanthrope. Et très vite, elle m'a dit, alors moi, je l'ai joué sincèrement. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant et surprenant, c'est que, en fait, quand j'ai lu Molière, la langue de Molière, elle n'est pas facile à se projeter dedans au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'était il y a 30 ans, mais peu importe. Mais c'est une langue quand même. Et alors, je me suis dit, pour bien dire ce texte, je vais le traduire comme moi je le dirais. Il y avait rougissez bien plus tôt et j'ai de sûrs témoins de votre trahison, etc. Bref, donc je l'ai mis comme moi, j'ai traduit finalement ce vieux français. Vous avez démocratisé le texte, quoi. Voilà. Ouais. Et je l'ai mis comme je dirais, mais tu te fous de moi, tu as été voir un autre homme, machin. Et donc je l'ai fait comme ça. Donc je l'ai appris comme ça. Et quand j'ai bien tenu l'émotion, j'ai appris le texte de Molière.
Et donc, après, cette jeune femme a dit, mais c'est vachement bien. Puis je suis revenu à d'autres cours. Et en fin d'année, elle m'a dit, Didier, tu devrais peut-être penser à en faire ton métier parce que t'as vraiment des facilités. Et donc, c'est ce qui va se passer. Vous commencez avec des figurations au cinéma, à la télévision, et vous décidez d'écrire à tous les metteurs en scène pour les rencontrer, ou du moins quelques-uns. Et téléphoner. C'est assez fou de voir le culot que vous avez pour quelqu'un de timide. Parce que j'avais un petit peu le couteau, comme on dit, sous la gorge. C'est-à-dire que je me disais, moi, je veux pas être un comédien au chômage toute ma vie, ça m'intéresse pas. Je veux travailler. Et si je travaille pas, si j'y arrive pas, je change de métier. C'est votre côté jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que je vais au bout, et si j'y arrive, très bien, mais vous ne voulez pas perdre votre temps, Didier Bénureau. Non, je veux pas. C'est ce qu'on comprend. J'avais peur d'être au chômage tout le temps. Ça me plaisait pas du tout. Je m'étais dit, il faut travailler. Si tu n'y arrives pas, je me donne 2 ans et puis voilà. Et ça va payer. Oui. J'ai écrit une pièce, je l'ai montée, j'ai tout fait pour travailler, mais j'ai pas attendu. Et alors, comment vous faites vos débuts au Petit Théâtre de Bouvard? Comment ça arrive? Par un copain par un copain. Plus exactement, j'ai écrit des sketchs sans savoir où j'allais les jouer, parce que j'avais des idées. J'ai écrit ça, et puis j'ai rencontré un copain, comédien, je sais plus comment je l'ai connu, peu importe. Et j'ai dit, mais tu veux pas, moi j'ai écrit des textes, on pourrait faire on pourrait aller en cabaret puis faire des sketchs. Il a dit, ouais, si tu veux. Et donc, on a été dans, je sais plus quel cabaret. On a fait 2 cabarets, je crois. Très peu, en fait. Et puis, il y a un copain, mon copain Pierre Acnine, d'ailleurs, je me souviens, avec qui je suis toujours copain depuis l'âge de 13 ans, je crois, et qui est un metteur en scène de télévision. Et il me dit, mais il y a une émission où il y a des jeunes qui faisaient le théâtre de Bouvard. Je dis, ouais, mais ça doit être très fermé. Il me dit, non, téléphone. Donc j'ai téléphoné, on a passé l'audition et j'ai été pris. Vous avez été pris au Petit Théâtre donc de Bouvard, on est en 85, c'est sur Antenne 2, vous y interprétez vos personnages névrosés, méchants, bêtes, affreux, crétins, tout ce qu'on voudra, ce qui vous permet d'exploiter ces personnages au cinéma dans une 50aine de films, pour le premier Paradis pour tous d'Alain Gessua, suivi de plein d'autres, La Petite Bande de Michel Deville, Un Dimanche de flic de Michel Vianney, et aussi Papy fait la résistance, Sexe faible, Les Visiteurs où vous êtes largement remarqué, mais aussi le Derrière de Valérie Lemercier, et puis Grégoire Moulin contre l'humanité, vous avez un très beau rôle. Palais Royal. Comment? De Bertrand Blier. De Bertrand Blier, exactement, ça se cite. Et d'autres, bien sûr, d'autres films au cinéma. Qu'est-ce que vous avez préféré jouer, ou qu'est-ce que vous aimeriez jouer? J'aimerais beaucoup faire de la comédie. C'est vrai, mais on ne fait pas souvent appel à moi, donc je ne sais pas ouvrir les portes. et voilà, quoi. J'aimerais bien faire plus de comédie, ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est lancé. En tout cas, la comédie, on va y revenir dans un instant, parce qu'il y a de la comédie quand même à la télévision, oui, ça, dans Scène de ménage. Ouais. Mais on va progresser lentement mais sûrement. En 86, vous montez pour la première fois sur scène avec votre premier spectacle solo, Enfin Bénureau. On est donc dans les années fin 80. Quelques années plus tard, vous entamez votre deuxième one-man show, mise en scène par Dieudonné. Ça, je trouve ça assez fou aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un mot là-dessus quand même à dire? Dieudonné, moi je l'ai connu quand il était avec Elie Semoun. Et c'est vrai qu'on s'entendait bien tous les trois, et j'ai pensé à lui parce que il était très déconneur. C'est quand même, il est drôle, mais et donc il m'a mis en scène. Des fois il venait pas. Enfin bon, c'était ouais, d'accord. Ouais, c'était. Mais il avait il passait son temps à se marrer, et c'est vrai que ça me portait. Ça vous portait pour. Après, c'est ce qu'on demande sans doute aussi à un metteur en scène. Ouais. Au total, on pourrait dire 6 spectacles. J'ai essayé de compter, Didier Bénureau. Il y en a peut-être plus.
6 spectacles, dont le dernier. C'est possible. C'est ça, on peut dire ça. Mais en général, il y a des comme ce que je vais faire d'ailleurs encore prochainement. C'est des mélanges d'anciens, de nouveaux, parce que je tisse comme je le sens. Et tant que les sketchs m'amusent, je les fais. Quand ils m'amusent plus, je les joue plus. Et vous avez raison. Et donc, on vous retrouve aujourd'hui sur scène avec ce dernier spectacle intitulé Entier. Pourquoi ? Parce qu'il retrace, vous diriez, votre carrière, votre être tout entier ? Tout entier, je pourrais pas parce que ça durerait 2 heures ou 3 heures. Donc, j'ai choisi des sketchs. J'ai mis de nouveaux sketchs et des anciens. Et donc, je savais pas comment dire ça. Donc, je me suis dit, Bénureau entier, ou au départ, c'était en entier. Mais voilà, j'ai cherché un titre qui ressemble à ce que les gens vont voir entier. Je me suis dit, ils vont bien deviner qu'il y a des sketchs anciens, etc. On va écouter une chanson qui s'appelle Morales. Morales, disparu ton champ d'honneur. Alors ça, c'est un de vos plus grands succès, Didier Bénureau. Et on va retrouver d'ailleurs Morales à partir du 26 janvier, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h au studio des Champs-Élysées. Donc on y retrouve, comme vous nous l'avez dit, des personnages mythiques, vos anciens sketchs comme les communautés, le phénomène sexuel, Cocteau, la belle-mère, le travesti belge, les génies, le Collaborose et bien sûr donc Morales. C'était important pour vous de, j'imagine, faire revivre ces personnages, peut-être les faire aussi évoluer avec leur temps ? Non, c'est difficile de faire évoluer parce qu'on ne peut pas changer le texte. Les textes, moi, je passe beaucoup de temps dessus. Et je vais les retrouver. Je serai peut-être un peu différent de ce que j'avais proposé au départ, mais le jeu peut bouger, mais le texte, je touche pas au texte. Enfin voilà, j'ai pas de raison de toucher au texte. Il y a des nouveaux personnages, un évêque belge excessif, le fameux Collaboreux. J'ai envie qu'on écoute un extrait de ce qu'on va retrouver. En vérité, je te le dis, moi, évêque de Bruxelles, cette petite perruque m'a ouvert les yeux, m'a fait prendre conscience de ces minorités oppressées, de ces frères chrétiens qui nous crient « Oui, je suis travesti, oui, je suis transsexuel, oui, je suis sadomasochiste, mais je suis chrétien !» Bah dis donc, elle était mal placée, cette grosse sœur. Hein. Bah pour vous asseoir, hein, mon pauvre Jean-Claude. Entre deux chaises. Ah oui, ils ont réussi à le sortir, ce gros marron. Même s'il reste toujours debout. Et ça repousse. Ça fait boule et puis ça fait cancer. Oui, mais Jean-Claude, mais c'est la vie. Hein. Eh ben, la vôtre sera courte. Combien de fois la commandante Tour, ils m'ont offert le champagne. Non, c'était vraiment des gens qui gagnaient à être connus. Pas comme les résistants. Ah bah dites donc, vous auriez vu les bestiaux. Sales, basés, affublés comme des Romanos. Et il y a quelque temps, je suis allé au ministère des anciens combattants. Bah si, pour savoir si j'avais pas droit à une pension. Suite au mauvais traitement que j'avais subi à la Libération. Ils ont recommencé à me mettre des claques. Ah non, on dit la guerre, mais je vous jure, hein, c'est surtout à la Libération qu'on en a bavé. Et voilà pour un extrait de ce que l'on peut retrouver sur scène, des nouveaux personnages, donc aussi oui. Didier Bénureau. Parlez-nous de ces personnages qu'on peut retrouver avec vous. Je vais pas en dire grand-chose, mais si je vais dire, il y a un CRS, voilà, avec une chanson de CRS. J'ai pas la liste là sous les yeux, il faudra que ça me revienne. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous aide un petit peu. Il y a un rap, il y a un rappeur, une chanson qui s'appelle Best of Form. Il y a l'intervention du président. Ah oui, il y a l'intervention du président. Alors, je me suis un petit peu inspiré de notre président, mais j'ai pas voulu ressembler. C'est un président très, comment dirais-je, assez méprisant. J'ai fait. Bon, il y en a qui pourront se faire leur avis par rapport voilà. à ce que vous nous dites. Mais c'est pour faire rire. Hein. Moi, je fais pas de politique sur scène. Je me suis amusé avec ça. J'ai une perruque blonde d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'il y a encore Est-ce qu'on retrouvera vos problèmes de grammaire, on va dire ça comme ça, et de conjugaison? Parce que c'est vrai que dans oui, pas souvent, mal de sketchs, j'adore. Ça c'est votre ADN, on peut dire ça. Oui, de transformer les mots. Parce que je sais pas, je trouve que ça décale tout, ça rend pas crédible. Et alors le président, il parle. Non, là je peux pas. Le président, il fait pas de faute. Mais ça m'amuse ça parce que c'est un côté. J'allais dire, j'ai un côté très enfantin. Hein, je l'avoue. Je suis un vieil enfant sur scène. Est-ce que pour autant l'humour c'est très sérieux, Didier Benoro? Ah oui, c'était sérieux dans le travail. Parce que moi, oui, les textes, j'ai toujours peur que ça soit trop long, que ça fasse pas rire. J'ai dit, ouais, mais je suis avec Dominique Champetier, qui est mon metteur en scène. Depuis longtemps. Et c'est même plus un complice qu'un metteur en scène, parce que la mise en scène, elle se fait, j'allais dire, rapidement. Enfin, mais pardon. Et donc les textes, je passe beaucoup de temps et c'est très sérieux en fait. C'est un vrai travail. Parce que voilà, ce qui nous fait rire en improvisation, parfois on peut regarder, moi je peux improviser, j'y vais, je me lâche complètement, mais faut vraiment choisir ce qui est drôle et ce qui va durer, où il y a du sens et pas seulement des conneries. En tout cas, puisqu'on parle de durée, eh bien vous durez, cher Didier Benoro, parce que vous êtes encore sur scène. Là, dans les prochains jours, à partir du 26 janvier, pour votre spectacle Benuro entier. C'est du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h au studio des Champs-Élysées. Dans un instant, on poursuit cette émission avec vous et puis on découvre vos goûts culturels. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un espoir déçu, les efforts de médiation pour la libération des otages israéliens échouent. Le Hamas a rejeté cet après-midi l'offre d'Israël soumise par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte. L'État hébreu avait accepté de suspendre son offensive militaire pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois, avec en échange la libération progressive des 136 otages toujours captifs dans la bande de Gaza. 109e jour de guerre contre le Hamas, jour lourdement endeuillé avec la mort de 21 soldats de Tsahal. Les 4 derniers noms ont été communiqués à la mi-journée. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'embuscade du Hamas hier et l'enchaînement des faits. Les soldats se trouvaient à l'intérieur de Gaza, à 600 mètres de la frontière israélienne, à la hauteur du kibboutz de Kissoufim. Ils étaient en opération dans des bâtiments qui avaient été utilisés pour coordonner les massacres du 7 octobre. Mais ils ont été attaqués. L'immeuble où ils se trouvaient a été visé par un missile RPG. Les recherches des corps ont duré toute une partie de la nuit. Sur le front nord, le Hezbollah a tiré 3 salves de roquettes en 1 heure. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées à Zivon, Kfar Oshen, Sassa et Shefer. Des attaques quasi quotidiennes depuis les massacres du 7 octobre. La base israélienne de Méron a elle aussi été touchée. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine a attaqué massivement cette nuit. 41 missiles tirés par l'armée russe contre la capitale Kiev et aussi Kharkiv. 21 ont pu être interceptés. Le bilan s'élève à 2 morts et à 40 blessés. En France, la colère des agriculteurs et une enquête ouverte après la mort d'une agricultrice ce matin sur un barrage routier en Ariège. Le préfet a annoncé la levée de ce barrage situé à Pamiers. Les 3 occupants de la voiture qui a percuté la famille d'agriculteurs sont en garde à vue. Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Didier Benuro et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Didier Bénureau, pour son spectacle Bénureau entier. C'est à partir du 26 janvier, du mercredi au samedi et le dimanche au studio des Champs-Élysées. Après une trentaine de rôles à la télévision, Didier Bénureau aujourd'hui, et depuis l'année dernière, j'ai envie de dire, on vous apprécie dans la série Scène de ménage sur M6. Vous incarnez le personnage de Gilbert. Comment parler de Gilbert ? Un gros beauf. Mais qui a fait décoller, je crois, la série. C'est-à-dire, bon, c'est une série qui, bien sûr, n'a plus de rien à prouver au niveau de son succès, mais l'audience est un petit peu en marge, et avec votre arrivée et celle de Fanny Cotenson, il y a eu un petit relan. Oui, pareil, un petit peu. Oui, je sais pas, je regarde pas toujours les chiffres, mais oui, on a été bien acceptés, oui. Ce qui n'est pas le cas, paraît-il, quand il y a des nouveaux, on nous a dit « Ah ouais, mais il y a des gens qui n'aiment pas, ils mettent du temps à s'habituer. » Mais pourquoi ? Parce que vous vous croisez ? Comment ça se passe en tournage de Scène de ménage ? En fait, parce que... Non, on ne se croise pas, non. On tourne chacun, c'est un jour par semaine, parfois tous les 15 jours. On se croise quand il y a une soirée organisée pour boire un coup, mais sinon c'est rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Il y a une bonne ambiance dans cette équipe-là ? Ah oui, il y a une bonne ambiance. Moi, je connais surtout les techniciens et ma compagne, mais les autres, je les croise comme ça. Enfin, ils sont tous très sympathiques. Et vous avez été bien accueillis, c'est l'essentiel. Pardon ? Et vous avez été bien accueillis. Oui, j'ai été très bien accueilli, absolument. On va accueillir désormais tout de suite Alban Bartoli, puisque dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Didier Bénureau et bonjour à tous sur Radio J. Comme chaque semaine, je vais vous parler de culture, musique, cinéma et littérature, et je me suis intéressé à ce qui allume quelque chose en vous, Didier. Et on va commencer en musique en s'intéressant à un artiste américain que vous aimez tout particulièrement, Didier, et qui a marqué considérablement la musique populaire mondiale. Il est multicasquette, à la fois auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, sculpteur, cinéaste et poète. Il s'agit de Robert Zimmerman. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Ah oui, Didier. c'est Bob Dylan. Tout à fait, il s'agit de Bob Dylan. En plus de 60 ans de carrière dans la musique, l'artiste a sorti une quarantaine d'albums, et vous vous souvenez sûrement de son titre Like a Rolling Stone, élu plus grande chanson de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone. On en écoute un extrait. Alors la musique de Bob Dylan, c'est un savant mélange de rock, de blues, en passant par la country, la pop, la folk, sans oublier des influences de musique jazz, un genre musical d'ailleurs si cher à votre cœur, Didier. Artiste multi-récompensé, il remportera entre autres pas moins de 12 Grammy Awards, l'Oscar de la meilleure chanson originale et récompense plus discutée cette fois-ci, car certainement la plus prestigieuse au monde. Il recevra un prix Nobel de littérature en 2016. Fin 2020, à l'âge de 80 ans, oui. Peu de gens le savent, hein, ils retiennent la musique, mais c'est vrai que c'est un grand auteur. Fin 2020, ouais, tout à fait. Fin 2020, à l'âge de 80 ans, l'artiste vend ses droits d'auteur à Universal Music pour la somme de 300 millions de dollars. C'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est confortable. C'est plutôt bien, oui. De quoi largement tenir. 300 millions de dollars.
De quoi largement tenir jusqu'à la fin de sa vie bien remplie. C'est ça, exactement. Ses petits-enfants. Tout à fait. En tout cas, une fin de vie qui a été annoncée d'ailleurs prématurément et par inadvertance par l'émission australienne The Today Show. Mais rassurez-vous, chers auditeurs de Radio J, Bob Dylan est encore bel et bien vivant. Mais malheureusement, pour les fans français qui ont raté Bob Dylan cette année, aucun concert de l'artiste n'est prévu dans l'Hexagone pour 2024. Mais j'ai tout de même une bonne nouvelle pour vous, Didier et chers auditeurs, car la chanteuse américaine Cat Power fera revivre le répertoire de Bob Dylan sur scène aux Folies Bergères à Paris les 28 et 29 avril prochains dans son spectacle tout simplement appelé Cat Power Sings Dylan. Et ça donne ça. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of down in your prime, didn't you? Eh ben c'est pas mal. Hein? Ça donne Vous en envie, pensez quoi, Didier Bénureau? C'est pas mal. Je préfère l'original. On a évoqué le jazz, on aura une surprise pour vous en fin d'émission qui pourrait certainement vous plaire, puisqu'un coup de cœur dédié au jazz dans un autre registre musical cette fois-ci. C'est aussi un poète que l'on va s'intéresser avec vous, Alban. Tout à fait, Cyrielle. Je vais vous parler d'un poète d'un autre genre. Il s'agit de Georges Brassens, que vous nous avez confié tant aimé, Didier. Et on vous comprend, car Georges Brassens, c'est plus de 200 chansons aux textes exigeants et poétiques. Dans les plus populaires, on peut noter Chansons pour l'Auvergnat, La mauvaise réputation, Le gorille, Les amoureux des bancs publics ou encore Les copains d'abord, entre autres. On écoute un petit medley. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici gare au gorille. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banc public, en se foutant pas mal du regard oblique. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. J'ai toujours rêvé de faire ça, comme Thierry Ardisson. Et en régie, il a bien remarqué que c'était le bruitage de Bref, effectivement. On les embrasse. On les embrasse en effet. Et puis une grande pensée pour Georges Brassens qui est enterré à Sète, donc du côté de Montpellier, Tout pas à très fait. loin de Saint-Gély-du-Fesque. Et je sais bien pour avoir pèleriné petite pendant des années avec ma mamie. Donc c'est un petit clin d'œil. Et ben vous faites partie de ces gens qui se retrouvent sur sa tombe. Ouais. J'en parle justement C'est dans ma vrai. chronique, Ah, Vous Cyrielle. avez vu sa tombe? Oui. Ah ouais. Je prendrai une photo si j'y vais, promis, la prochaine fois. Bah en tout cas, avant Il doit y d'être avoir des gens qui laissent des fleurs. Oui. Ah oui, beaucoup. Ouais. En tout cas, avant de nous quitter, Brassens était bien vivant et c'était une allure affirmée, une dégaine d'ours mal léché, avec sa pipe et sa moustache si particulière. Rien ne le prédestinait à être célèbre. Sachez qu'à la base, il ne voulait même pas chanter. Non, il voulait pas Ouais, chanter. il très était timide. paralysé par le trac, Ah effectivement. Il rêvait de proposer ses textes à des artistes déjà accomplis, mais le destin en a décidé autrement. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. C'est terrible. Ouais, et C'est un peu une histoire comme Aznavour. Hein, Absolument. finalement, hein. Et je pense qu'il y en a certains qui ont dû s'en mordre les doigts. Mais en tout cas, l'un n'empêche pas l'autre, puisque de nombreux artistes de renom ont également donné vie aux mots ainsi poétiquement engagés de Brassens, en reprenant bon nombre de ses titres, notamment les chanteurs Renaud, Maxime Le Forestier, mais également Pierre Perret, Francis Cabrel, Jean Ferrat, Salvatore Adamo, ou encore le groupe Dionysos, que l'on connaît bien ici, On Cyrielle. embrasse Ouais. Mathias, en effet, Tout à fait. Malzieu, que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. Mort en 1980, on en parlait tout à l'heure, à l'âge de 60 ans, c'est plus de 80 000 personnes, dont Cyrielle et sa mamie, qui vont se recueillir par an sur sa tombe située dans la ville de Sète, comme vous le mentionnez, chaque année. Une preuve de plus que Georges Brassens reste encore et toujours dans notre mémoire Et on est collective. bien d'accord. On change de cap à présent pour aller faire un tour dans votre bibliothèque, Didier Bénureau. Absolument. Et dans votre bibliothèque, Didier, on y trouvera certainement quelques classiques d'Honoré de Balzac. Entre La peau de chagrin et Le Père Goriot, en passant par Le Colonel Chabert et Les Illusions perdues pour les plus notables, vous avez certainement lu l'un d'entre eux. Et si ce n'est pas encore le cas, il est temps de vous rattraper, puisqu'entre 1829 et 1855, c'est plus de 90 romans et nouvelles que nous offre Honoré de Balzac, réunis sous le nom de la Comédie humaine. Quel est votre livre préféré, Didier Bénureau? Est-ce qu'il y en a un particulièrement? Non. En fait, là, mon livre préféré. De Balzac, oui. Ah, de Balzac. De Balzac. Oui. Ah, vous l'avez cité là.
Le Père Goriot, le Colonel Chabert, Les illusions perdues. Les illusions perdues. Les illusions perdues. C'est ça. Très bien. Et Qui a donc donné d'ailleurs un super beau film. Oui, très beau film. Comment il s'appelle cet acteur qui est dedans? Alors je n'en ai Pierre aucune Ninet. idée. Non, je crois qu'il y a Pierre Ninet dedans, si je dis pas de bêtises. Ou on va Le vérifier. rôle principal, c'est un acteur qui était inconnu que je Eh ben, on va connaissais pas vérifier du tout de suite. Allez-y. En tout cas, il est le maître incontesté du roman français. Il y en a pour tous les goûts, du roman philosophique au fantastique, en passant par la poésie. C'est surtout dans la veine du réalisme qu'il excelle, notamment avec le Père Goriot et Eugénie Grandet. Outre sa production littéraire, il écrit aussi dans des journaux et dirigera même 2 revues qui feront faillite malheureusement. Mais il luttera d'ailleurs toute sa vie pour le respect des droits d'auteur, c'est quand même important. Et pour ce qui est de l'homme, Balzac aimait les excès en tout genre. Ce qui lui vaudra une santé fragile et sa santé financière l'était tout autant, puisqu'il voyait les choses en grand. Il voyait tellement grand qu'il vivra et mourra dans un luxe inouï, mais croulant sous les dettes. Et ironie du sort, c'est dans un palais de la rue Fortuné à Paris, dans le 8e arrondissement, qu'il trouvera la mort. Rue que l'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de rue Balzac, non loin de nos studios d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de Paris, si vous êtes de passage dans la capitale ou si vous y vivez, n'hésitez pas à vous rendre à la maison de Balzac dans le 16e arrondissement. Il s'agit d'un pavillon abritant un musée consacré aux romanciers, maison dans laquelle l'écrivain a d'ailleurs vécu de 1840 à 1847. Depuis sa mort, oui. Vous avez retrouvé l'info, non Oui, j'ai retrouvé l'info. Illusions perdues. Alors, je vais faire une aparté. Illusions perdues, réalisée par Xavier Giannoli, qui en l'occurrence est le réalisateur de la superbe série d'Argent et de sang en ce moment sur Canal+, qui retrace la taxe carbone, mais c'est une parenthèse. Les acteurs, c'est Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, ou encore un autre acteur qui m'a été soufflé il y a quelques secondes. Et non, Benjamin Arnault. Ben non. Alors non. Voilà, c'est pour la petite info. Benjamin Benjamin Arnault, c'est le réalisateur. Benjamin Voisin. Benjamin Voisin. C'est l'acteur principal. Bon on l'embrasse et puis peut-être qu'on recevra un jour ici sur Radio J. Donc, depuis sa mort, une multitude d'hommages a été rendue à Balzac, revenons-en aux faits, notamment une pièce de 10 € en argent émise en 2012 par la Monnaie de Paris représentant le visage de Balzac. C'est anecdotique mais c'est rigolo. Ou encore plus surprenant cette fois-ci, un astéroïde et un cratère de la planète Mercure ont été nommés en son honneur. Alors qu'on soit sur Terre ou dans l'espace, difficile de passer à côté de ce génie littéraire et ce n'est certainement pas Didier Bénureau qui nous contredira. Oh, ben ça c'est un joli moment. On va faire un bond dans le présent maintenant et on va terminer avec du cinéma avec vous, Alban. Vous vous êtes intéressé particulièrement à une actrice que vous nous avez confiée, beaucoup aimé Didier, et c'est un portrait avec vous, je crois. Tout à fait, Cyrielle. J'ai décidé de mettre en lumière l'actrice française Emmanuelle Berco. En plus d'être une comédienne de génie, elle est aussi scénariste et réalisatrice. Elle fait partie de ceux et celles que l'on appelle bien nés, puisqu'elle est la petite fille de l'ancien PDG de Citroën. Mais sa position sociale ne l'a pas empêchée de travailler comme une acharnée tout au long de sa carrière. Après une formation au cours Florent et à l'école de cinéma Fémis, elle incarne la monitrice dans le film La classe de neige de Claude Miller en 97. Son premier rôle principal, c'est elle qui se l'attribue dans son premier long métrage en tant que réalisatrice. Il s'appelle Clément, présenté à Cannes en 2001. Elle y joue une trentenaire transie d'amour pour un jeune garçon de 13 ans. Depuis 1995, elle a réalisé une vingtaine de projets, mais c'est évidemment en tant qu'actrice que le grand public la connaît. Dans ses films les plus notables, on compte évidemment Police, dont elle a été la co-scénariste, et c'est pour moi un vrai chef-d'œuvre. Il fait partie de mes films préférés. Et elle sera d'ailleurs nominée pour le César du meilleur scénario original en 2012 pour ce film, ou encore Mon Roi, encore de Maïwenn cette fois-ci. Extraordinaire. Qui lui vaudra le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2015 et une nomination au César de la meilleure actrice. Je crois que l'association des deux, ça marche plutôt bien entre Maïwenn. La même année, elle sera décorée chevalière de la Légion d'honneur et officière de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2022. D'un naturel déconcertant, Emmanuelle Berco est la girl next door par excellence, qui cache derrière cette simplicité une complexité certaine, celle des grandes actrices qui n'hésitent pas à enlever le masque pour être au plus proche des rôles qu'elles interprètent et qu'elles écrivent. Une actrice dont on connaît bien le visage, pas toujours le nom, mais empressez-vous de découvrir son œuvre sous les conseils avisés de notre invité Didier Bénureau. Merci beaucoup Alban Bartoli pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Et en effet, il faut absolument découvrir Emmanuelle Berco. Est-ce qu'il y a un film, vous, que vous avez préféré avec elle, en tout cas Didier Bénureau? C'était, vous venez de le citer. Police ou Mon Roi? Mon Roi. Mon Roi, elle est extraordinaire dans Mon Roi. À découvrir donc si c'est pas le cas. Merci Alban Bartoli. Merci Cyrielle, merci Didier. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et on poursuit cette émission avec une citation d'Oscar Wilde, si vous le voulez bien, Didier Bénureau. Il a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Alors on va essayer, si vous voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions. De trouver un instant déterminant. Exactement, un peu hors du temps, pour essayer de vous connaître davantage. Ma première question est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, qu'est-ce que vous changeriez ? C'est difficile comme question. Qu'est-ce que je changerais ? C'est très difficile parce que si je devais changer des choses, ça veut dire que je serais différent. Donc, pour répondre simplement, je ne regrette pas grand-chose dans ce que j'ai dans ma vie. Enfin, j'ai l'impression que j'aurais pu être. Peut-être que j'ai pas été vers les gens que j'aimais. Enfin, dans ce milieu artistique, j'ai pas. Comment dirais-je ? Il y a beaucoup de comédiens qui communiquent très facilement avec d'autres. Et moi, je suis un peu un solitaire. Enfin, c'est pas que je suis pas un solitaire. Non, je ne suis pas un solitaire. Je suis entouré, j'ai une famille, j'ai des copains, etc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui savent très bien qu'il faut qu'ils connaissent, etc. Développer le réseau, comme on dit. Exactement. Hein, voilà. Et moi, ça raté. C'est pas votre truc. Je ne sais pas faire ça. Je connais le souci, je connais. Ah, vous avez peut-être un peu comme ça. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? De faire ce qu'il aime. Et c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont laissé faire. Parce que laisser faire un enfant, c'est-à-dire qui se laisse guider par ses envies, et pas par forcément, oui, il faut que tu fasses des études supérieures, que tu fasses ci. Moi, on m'a rien dit. Et du coup, ça donne une certaine confiance en soi. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir rater mon bac sans qu'on me dise rien, parce que je ne voulais pas faire d'études supérieures. C'est peut-être stupide, mais j'avais envie de me lancer dans la vie active. Je savais même pas que je voulais être comédien, hein, mais et puis j'étais curieux voilà, j'ai joué la guitare, j'ai fait des groupes, et puis un jour je suis tombé comme ça sur le théâtre, mais je me sentais en confiance parce que peut-être que ma mère, mon père avaient confiance en moi, je ne sais pas, mais en tout cas on me disait rien. On acceptait. Est-ce qu'il y a eu un plus bel âge dans votre vie ? Un plus bel âge, quand j'ai rencontré ma compagne et que nous avons eu un enfant. Je pense que, en plus, je tournais beaucoup, je travaillais. J'avais un spectacle qui marchait le feu de Dieu, et j'ai fait l'Olympia d'ailleurs. Et enfin, oui, c'était des. Enfin, tout va bien aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que une jolie période faste et généreuse. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie, Didier Bénureau, et si oui, potentiellement, comment l'avez-vous résolue ? Une grande erreur ? Je sais pas si c'est une grande erreur de. C'est ce que je disais, peut-être je me suis pas rapproché de. Enfin, est-ce que c'est une grande erreur ? Je ne sais pas. Une grande erreur, non, je n'en trouve pas. Je sais pas. Il y en a sans doute, mais alors je les vois pas. Mais pas tout de suite. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Ah oui, j'aimerais bien jouer du piano. J'ai commencé à prendre des cours et puis j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps et donc j'avais peut-être pas assez envie en fait. Je me dis ça parce que quand je vois ma fille jouer du piano, je me dis mais c'est bête ça, c'est quand même très très bien. Et ouais, des choses comme ça. J'ai écrit et j'ai tourné plusieurs courts-métrages
Et peut-être que ce que j'ai... Il n'est jamais trop tard, mais j'ai travaillé sur des scénarios de long métrage et j'ai pas été assez rigoureux pour peut-être arriver à trouver un producteur, etc. Ouais. Y a-t-il une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Cette année truc, ça veut dire une chose énorme, mais... Oh, ça peut être une petite chose, hein. Là, vous me prenez au dépourvu, je vois pas qu'est-ce que j'aurais fait de particulier. Ça peut être l'émission de Cyril Sarah Cohen, par exemple. C'est l'émission de Cyril. Voilà, c'est votre émission. Alors. Avec plaisir, je prends. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, Didier Bénureau, je vous laisse choisir quoi? D'être un peu plus d'être plus ouvert aux autres. Je suis parfois un peu trop centré sur mes soucis, enfin mes soucis d'écriture qui sont pas des trucs énormes, mais qui me sont dans la tête et être un peu trop sur moi et peut-être pas assez sur à la fois des gens que j'aime parfois que je croise et puis je suis pas très tant que ça relationnel. Je parle de relation, mais je parle aussi je vais pas vers les autres très. Ça revient. Facile. Ça revient plusieurs fois, ça. On l'entend. Si je vous parle d'amour, Didier Bénureau, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Ah non, de vivant. Ça, oui. Si vous étiez président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Oh, alors là, c'est très dur parce que la première mesure, ce serait qu'il y a plus de gens dans la rue qui sont. C'est terrible. Moi, j'en ai vu un là l'autre fois. Là, c'était horrible. Il faisait froid, il avait pas de gants. C'était. Enfin bref, qu'il n'y ait plus de gens. Ce serait ça. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Didier Bénureau? Les éclats de rire. Les gens qui m'ont vu sur scène et qui ont aimé, ça me ferait plaisir qu'ils se souviennent de ça, mais d'ailleurs je dis dans mon spectacle, moi aussi je parle des génies, et puis je dis moi aussi, je sais très bien où j'en suis, je suis lucide. Dans 2 siècles, on m'aura oublié. Voilà, je m'arrête là, 2 siècles. Merci Didier Bénureau. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyril Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Dauderieux pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, petite pause pour nous faire plaisir. Didier Bénureau avec Brassens, bien sûr. Les copains d'abord, petite pause. Et puis le journal de l'info sur Radio J. Restez connectés. En père peinard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.
C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de la peine. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'Aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier, la mascarade de la haie. Comment l'État d'Israël, mis en accusation pour génocide par l'Afrique du Sud, a répliqué de façon admirable dans une plaidoirie tout aussi enlevée. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soutou. Bonjour Eva. Tous à la une de l'actualité, ce 109e jour de guerre contre le Hamas en Israël, jour lourdement endeuillé avec la mort de 21 soldats de Tsahal. Les 4 derniers noms ont été communiqués à la mi-journée. Ce sont 4 sergents réservistes. Itamar Tal, 32 ans, Adam Bismuth, 35 ans, Shai Biton Ayoun, 40 ans, David Kasso Zegeye, 38 ans. Des noms communiqués au fur et à mesure depuis ce matin, 6h30. Et jamais, comme c'est toujours le cas, avant que les familles ne soient prévenues. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, et Binyamin Netanyahou ont adressé leurs condoléances aux proches de ces soldats tombés au combat à Gaza. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. La douleur est grande, mais Israël poursuit la guerre jusqu'à la victoire, car il n'y a pas d'alternative, a déclaré Binyamin Netanyahou. Nous opérons au cœur de l'ennemi à Gaza, à Khan Younes, tout en surveillant le front nord. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts. Nous rendons hommage aux soldats qui ont perdu la vie, a déclaré le ministre de la Défense. Et Benny Gantz a ajouté que les réservistes qui ont tout quitté pour défendre le pays sont tombés en accomplissant leur mission. Ils auraient voulu qu'on continue et c'est ce que nous allons faire, a déclaré. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'embuscade du Hamas et l'enchaînement des faits. Les soldats se trouvaient à l'intérieur de Gaza, à 600 mètres de la frontière israélienne, à la hauteur du kibboutz de Kissoufim. Ils étaient en opération dans des bâtiments qui avaient été utilisés pour coordonner les massacres du 7 octobre, mais ont été attaqués. L'immeuble où se trouvaient les victimes a été visé par un missile RPG. Les recherches des corps ont duré toute une partie de la nuit.
Sur le terrain, au niveau des combats dans le sud de la bande de Gaza, Tsahal affirme désormais encercler Khan Younes et sur le front nord. Le Hezbollah a tiré 3 salves de roquettes en 1 heure. Les sirènes d'alerte sont déclenchées à Zivon, Kfar Oshen, Zacha et Zéfer. Des attaques quasi quotidiennes depuis les massacres du Hamas le 7 octobre. C'est dans ce contexte déjà difficile que les efforts de médiation pour la libération des otages patinent. Le Hamas a rejeté cet après-midi l'offre d'Israël. L'État hébreu avait accepté de suspendre son offensive militaire pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois, avec en échange la libération progressive des 136 otages restants dans la bande de Gaza. Oui, mais voilà, le Hamas, lui, réclame un arrêt complet des opérations militaires et le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza. L'Égypte et le Qatar travaillent sur leurs propres propositions pour combler les écarts entre les parties. En France, c'est le 7 février prochain qu'aura lieu l'hommage national aux victimes des massacres du 7 octobre en Israël. Mathilde Panot a annoncé qu'elle sera présente, mais la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a immédiatement ajouté qu'elle réclamait d'inclure dans cet hommage ce qu'elle appelle les victimes franco-palestiniennes de Netanyahou. La formation de Jean-Luc Mélenchon a refusé de prendre part à la marche contre l'antisémitisme et Mathilde Panot, tout comme d'autres élus LFI, de qualifier le Hamas de groupe terroriste. C'est une délégation en provenance du village arabe israélien d'Abou Ghosh est arrivée aujourd'hui en France, un village arabe israélien dont le dialogue maintenu en toutes circonstances avec les juifs israéliens fait partie de l'ADN de cette localité. La guerre contre le Hamas à Gaza n'y a rien changé. L'Union des étudiants juifs de France accueille donc cette délégation en provenance d'Abou Ghosh. Ces Israéliens vont rencontrer des parlementaires et des élus, mais aussi aller à la rencontre des jeunes dans des quartiers sensibles. Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France, au micro de Lise Gutmann. Les gens avec qui on travaille dans les quartiers sur ce genre de projet, encore une fois, je le répète, ça marche. Ils étaient là aux manifestations pour les otages contre l'antisémitisme. Ils étaient là, ils sont encore avec nous depuis le 7 octobre et ils vont accueillir Israël. C'est aussi, et j'avoue que j'en tire une certaine fierté, c'est aussi, à mon avis, les premières rencontres avec des personnalités israéliennes dans les banlieues françaises depuis le 7 octobre. Et ça, à mon avis, il faut vraiment pas lâcher ça. Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France. L'intégralité de ces chroniques sont à retrouver sur notre site radioj.fr. Et merci beaucoup Eva Seton. On vous retrouve demain à partir de 14h ou peut-être un peu plus tôt dans la matinée d'ailleurs pour la matinale. À 6h. À 6h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec notre invité sur Radio J juste après la pause. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. Demain, 21h sur Radio J. Radio J. Eldan, le grand loueur de voitures en Israël, apporte tout son soutien à la communauté juive de France. Même dans ces moments difficiles, les agences Eldan à travers tout le pays vous fourniront le meilleur service et les meilleurs prix. Pour réserver une voiture en Israël, c'est simple. Eldan. Appelez le 01 47 70 21 25. 01 47 70 21 25. Eldan.co.il. Eldan à votre service. Am Israël Rail. Du 14 au 29 janvier, l'Écuche vous présente le Festival Confluence 2024. Concerts, théâtres, rencontres, cours, ateliers, conférences, programmes jeunes publics. Festival Confluence, plongez-vous dans la quinzaine des cultures juives de la Méditerranée. Informations et réservations sur écuche.fr et 01 53 20 52 52 01 53 20 52 52. Le Festival Confluence bat son plein. Rejoignez-nous. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, avec notre invité aujourd'hui, Didier Bénureau, venu nous voir pour son spectacle Bénureau entier à partir du 26 janvier au studio des Champs-Élysées. Je vous vois très intéressé, Didier, par le festival Diaporama. Vous avez juste en face de vous Diasporama, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Diasporama. Je vois que vous êtes très attentif à ce que vous aimeriez voir, des films que vous avez. Jewish Humor. Excusez-moi pour mon... La prononciation. Oui, lamentable. Mais ça, j'aimerais bien voir ça. Et ben voilà, ce serait un prochain coup de cœur peut-être dans cette émission. En tout cas, tout de suite, c'est le coup de cœur du jour sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à vous deux, Augustin Ledieu et Mathias Loriot-Prévost. C'est bien comme ça que ça se prononce. Bonjour, exactement. C'est ça. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. C'est un coup de cœur pour ma part, mais aussi pour Didier Bénureau. J'ai expliqué pourquoi. Vous faites partie du spectacle Zage. Je pense que si on le dit en verlan, ça veut dire jazz. Je pense que je suis pas Exactement. mal. C'est ça, bravo. Tout le monde n'y arrive pas du premier coup. On dit Zadj. Zadj, très bien. Alors ce sera Zadj tous les mercredis à 19h15. C'est au point virgule depuis le 17 janvier jusqu'au 13 mars, en tournée partout en France. Un spectacle qui retrace l'histoire du jazz et vous mélangez ce que notre invité adore, c'est-à-dire le burlesque, l'humour et la virtuosité musicale pour le plus grand bonheur de notre invité, je crois. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est parfaitement résumé. C'est juste une correction, c'est au grand point virgule qu'à Montparnasse, le théâtre Jean-Marc Dumontet à Montparnasse. C'est bien noté. Parlez-nous de ce spectacle, comment il est né, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors, tous les deux, on s'est rencontrés en école de jazz, une école qui s'appelle l'IMEP, qui est dans le 14e. Donc, on est formé plutôt à l'arrangement, à l'interprétation jazz, big band, écriture, etc. Et en sortant d'école, on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et comme tous les musiciens, on est allé jouer dans un bar. On s'est rendu compte que le jazz dans un bar, pour des jeunes de 22-23 ans, ça marchait pas trop. Quel bar, si je puis me permettre ? Alors, c'était un bar à côté de chez moi, à côté de l'avenue de Clichy, dans le 18e. Le Carambolé. Ok. Carambolé. Carambolé. Exactement. C'est à côté de chez moi. Et ben voilà. J'habitais. Parce que j'habite à côté de la. Incroyable. Eh bien, on va revenir, Didier. Et ouais, exactement. Retracer ça. Et donc, on a commencé à jouer dans un bar, puis on a fini par jouer dans une soirée. On s'est dit, on va raconter ce qu'on connaît de l'histoire du jazz. Donc, on a raconté l'histoire du jazz en jouant des standards. Là-dessus, on a un copain metteur en scène qui est venu nous voir et qui nous a dit, bah, il faudrait en faire un spectacle. Ça a l'air de. Puis vous êtes marrant avec les gens, etc. Il y avait déjà un côté interactif. Donc, on est allé chercher une amie metteur en scène avec laquelle travaillait Augustin, qui était clown. Elle nous a fait travailler le clown. Donc elle nous a dit d'abord on va faire un stage de clown et si vous êtes nul, je vous prends pas. Si vous êtes intéressant, je vous prends. Et c'est vous qui organisez le stage, bien sûr. Donc on a organisé ce stage. Elle nous a pris. On est parti sur une première version pour Avignon 2019. Festival d'Avignon. Toute petite forme, chant, voix, guitare. Et je crois que ça a très bien marché. Ça a bien marché. Enfin, ça a marché à un fil. C'est ça qui est génial dans cette histoire, c'est qu'il y a le côté aussi clown qu'on essaye de travailler dans. C'est-à-dire, de cet Avignon auquel on est arrivé sous-préparé avec une non-connaissance totale du métier, on a tiré une date de gens qui nous ont fait confiance c'était dans le Festival des Tréteaux à Cergy. Festival des Tréteaux. Et donc on a retravaillé le spectacle pour sa forme actuelle, c'est-à-dire avec 8 instruments sur scène où on saute d'un instrument à l'autre en permanence, etc. Une scénographie plus étoffée. Voilà, juste avant le confinement. Et là, on a retravaillé pendant le confinement pour le présenter en 2021 à Avignon dans sa forme actuelle. Donc c'est vraiment un parcours qui s'est fait en plusieurs temps, voilà. Vraiment le mot que je retiens de tout ce que vous dites, c'est sur un fil. Exactement. Comment on peut résumer ce qu'on voit sur scène avec vous ? Eh ben exactement comme ça, je pense, sur un fil. C'est-à-dire qu'on est dans l'émission de radio de deux pauvres gars qui ont une émission assez, inécoutée et ringarde, et qui se retrouvent ce jour-là, nez à nez avec un public au moment de commencer. C'est trop tard, ils sont propulsés dans leur émission avec ce public qui ça n'arrive jamais. Ils sont totalement tout seuls d'habitude, il n'y a jamais personne. Mais là, la précision, c'est que le producteur se dit, cette émission, il faut l'arrêter. Donc on va la tester en public. C'est pour ça que ce public est là. Et donc les animateurs découvrent ça, et la présence du public, et le fait qu'en fait ils sont là pour les juger et dire si à la fin l'émission commence, au moment où ça commence. Donc évidemment, ça chamboule tout dans leur univers, et tout ce qu'ils avaient prévu se casse complètement la gueule, et ils essayent tant bien que mal, à travers leur maladresse, de maintenir le fil de leur histoire, qui est de raconter et de jouer l'histoire du jazz. Petit teasing. Voyage au pays du jazz. À vous l'antenne dans 5, 4, magnéto, 3, 2, bande, 1, ça tourne.
cette semaine pour un nouveau voyage au pays du jazz. Ces grands artistes, j'aurais moi-même tellement aimé être comme eux. Même lui, il y arrive. Vous êtes à la capable. Freedom, oh freedom. I'd better stay at home with Ray. I see them into the window with the sound of a crescendo. Voilà, donc de ce qu'on entend, ça promet. J'ai regardé les intentions qui ont conduit à ce travail musical. Alors j'ai beaucoup ri parce que il y a écrit « Créer une musique qui fait bouger les fesses et nourrit le cerveau ». Ça, c'est la ligne, disons, de travail qui est la nôtre. Moi, je suis fan depuis gamin de Michael Jackson. On a étudié tous les grands Stevie Wonder, etc. Et cette ligne-là de réussir à la fois embarquer émotionnellement les gens avec une musique assez compréhensible, assez populaire, immédiate. Voilà. Et en même temps d'avoir une vraie architecture que l'école de jazz nous a permis. Ça, c'est toute notre ambition. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur un album qui est dans cette ligne-là, de justement populaire et exigeant. C'est un peu la ligne qu'on voudrait atteindre en regardant les grands qu'on admire, quoi. Ce serait l'idée de créer un album ou de reprendre des classiques et de les arranger, parce que je sais que c'est votre cœur de métier, comme vous nous l'avez dit. Alors, pour la suite de notre projet, donc là, ce spectacle-là, comme on l'a dit tout à l'heure, à aucun moment on l'a vraiment pensé. C'est-à-dire que c'est les événements et la vie, les rencontres qui nous ont amenés à le créer. Et on adore ce qu'on fait. Et avec le temps, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite. Est-ce qu'on veut faire un genre de Zadge 2 et on s'est dit qu'on avait envie d'essayer, puisque dans ce spectacle, il n'y a aucune musique originale. C'est que ce sont que des arrangements, ce qu'on sait vraiment faire. Mais on s'est dit qu'on avait aussi envie d'y mettre des textes, des paroles, des compositions qui sont un peu plus propres, qu'on travaillait par ailleurs. Donc là, on ne sait pas s'il y aura un jour un Zadge 2. En tout cas, ce sur quoi on travaille en ce moment même, parce qu'on est juste sorti du studio pour venir ici cet après-midi, c'est plutôt sur des compositions, des chansons pour un EP ou un album un peu plus tard. Mais c'est encore à l'étape de travail. Alors ça, vous viendrez nous voir pour ça, parce que je serai très curieuse de vous entendre. Avec par plaisir. La même occasion, c'est l'occasion de dire qu'il y a des artistes moins connus, plus pointus, on peut dire ça comme ça, sur scène, mais aussi des medleys de grands artistes contemporains qui ont été influencés par le jazz, comme Ray Charles, Nina Simone, Aretha Franklin, James Brown ou encore Michael Jackson, Amy Winehouse et Bruno Mars. La presse vous avez très bonne presse. Le Figaro dit de vous que c'est un spectacle aussi hilarant que virtuose. Comment ça fonctionne pour vous en ce moment? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'il y a une prolongation? Alors, c'est le tout début pour nous, puisque on a joué donc pour la première fois la semaine dernière. On est autoproduit, on est complètement indépendant depuis nos débuts. Et on voit que ça fait comme à Avignon, c'est-à-dire qu'on est hyper content des retours, mais qu'il faut charbonner. C'est la jungle à Paris. Il y en a qui connaissent ça mieux que nous. Et du coup, pour le moment, on n'est pas grand monde. On a déjà énormément de chance d'avoir le grand point virgule qu'on a réussi à rencontrer, qui est venu nous voir et qui nous accueille. C'est un nom superbe. On a sollicité notre réseau, mais maintenant, il faut faire en sorte que le bouche-à-oreille se mette en place. On est très content du remplissage de la première, sans que ce soit non plus transcendant. Voilà, ce sont les débuts, mais on est très content de la dynamique qui s'installe. Les retours continuent à être très bons. On a la chance d'avoir un spectacle qui, où qu'on aille, quel que soit le type de public, en tournée à Paris, dans l'ensemble, à la fin, les gens sont toujours très heureux. Ils sont debout, ils nous applaudissent. On a des excellents partages avec eux. Donc on a qu'une intention, c'est que ça continue comme ça. Et j'imagine que l'on soit féru de jazz au départ, ou que l'on amène justement les gens qui ne le sont pas forcément. Je voulais dire, c'est un spectacle sur le jazz, et souvent quand on a fait Avignon, donc là Avignon justement ça a explosé cette année-là, c'est souvent un sujet. Les gens nous disent j'aime pas le jazz, parce que quand ils entendent jazz, ils entendent free jazz, ou voilà, ils savent pas, ou alors ils entendent un jazz en tout cas qui leur est étranger. Ce spectacle n'est pas du tout adressé aux experts du jazz. Pas seulement. Oui, parce qu'on a aussi des experts du jazz qui sont venus, mais en tout cas le sujet, c'est pas l'expertise du jazz. Le sujet, c'est un spectacle burlesque qui se passe autour de l'histoire du jazz, mais on voit bien que les enfants sont embarqués, que les adultes sont embarqués, et on a fait venir, une fois à Avignon, il y avait un gars qui m'avait dit « je déteste le jazz », avec une tête bien vénère. Je lui avais dit « venez, et si vous n'avez pas aimé, je vous rembourse ». Il est venu, le gars, et à la fin, il a dit « dites aux gens qui détestent le jazz, qui doivent venir », avec la même tête de tueur. Je trouve ça génial, cette anecdote-là que vous êtes en train de me raconter. En parallèle, juste une petite recommandation, parce que je vois que vous êtes mordu, féru de jazz. Est-ce que vous êtes déjà allé au Papa Jazz Club écouter Leslie Lewis?
Non. Alors non. Eh bien, je vous le recommande chaudement. Voilà. Voilà, c'est ma petite recommandation pour vous. En parallèle, je voulais également vous demander, puisque sur scène, vous interprétez une émission de radio, est-ce qu'on vous l'a déjà proposé? Parce que je sais que TSF Jazz est à l'écoute, et à votre écoute, en tout cas, est venu voir votre spectacle. Est-ce qu'on vous a pas dit, bon, écoutez, franchement, l'idée, démocratiser le jazz de façon humoristique, c'est une chouette idée, pourquoi pas chez nous? Alors, pas pour le moment, donc bienvenue si vous avez envie de ça. Bon, TSF. moi, si j'étais recruteuse, je l'aurais fait, très sincèrement. C'est très sympa. En revanche, ça traîne un petit peu dans notre esprit. On verra dans les possibilités d'évolution quand notre metteur en scène a vu la première conférence humoristique sur l'histoire du jazz qu'on avait vraiment en forme de conférence. Elle nous a dit, moi, je vois soit une émission de télé, soit une émission de radio, soit des pastilles YouTube qui se font pas mal. Et donc, bon, l'émission de télé, on a mis de côté. On est parti sur l'émission de radio pour le spectacle, mais on a quand même en tête un petit peu de se demander si on pourrait faire l'évolution de ce que pourrait être ce spectacle, ou alors des pastilles de ces animateurs-là, de ce que ce pourrait être dans un format plus court sur Internet. Donc, c'est dans notre tête, dans un coin de notre tête, c'est pas l'actualité, mais peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, on n'a pas eu de proposition. En tout cas, avec plaisir pour en parler avec vous. En tout cas, pour un regard, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Je vous dis merci beaucoup d'être venu nous voir. Augustin Ledieu, avec plaisir, et Mathias Loriot-Prévost d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité, mais allez voir le spectacle Zadj tous les mercredis à 19h15 au Grand Point Virgule. C'est jusqu'au 13 mars 2024 et en tournée dans toute la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Didier Benhureau. Mais je crois que notre coup de cœur vous a beaucoup plu. Hein, on est d'accord ? Oui, ça m'a beaucoup plu, mais du coup, je peux pas y aller. Moi, je suis au théâtre le mercredi. Eh ben, vous savez quoi ? Je suis sûre qu'il y aura une prolongation et que du coup, il y aura une possibilité pour vous. Tout de suite, on va débriefer tout ce qu'on s'est raconté. Tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Et donc, c'est votre portrait avec Nathalie Todrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Didier Benhureau. J'ai très peur. Détendez-vous, ça va bien se passer. En effet, j'ai observé et écouté attentivement votre échange avec Cyrielle et votre présence, votre qualité de présence et la précision avec laquelle vous avez répondu aux questions. Questions difficiles. Elle vous a posé des questions difficiles qui vous ont donné un peu du fil à retordre. En tout cas, vous avez eu besoin de beaucoup de temps pour répondre au plus juste, parfois. Oui. Ça témoigne pour de votre. De dire n'importe quoi. Ben voilà, ça témoigne de votre implication dans cet échange, dans cette rencontre. Donc effectivement, vous avez une gestuelle qui a été très en lien avec votre intériorité. Ça a été très présent. Il y a un aspect très pudique. Ça s'est décrit un petit peu dans vos contacts avec vous-même. Il y a eu beaucoup d'autocontact, les mains croisées qui se tripotent un petit peu. On se gratte le visage. Il y a comme des pseudo-câlins un peu faits à soi-même. Donc voilà, donc ça témoigne un peu de votre besoin d'être avec vous-même, peut-être pour pas se faire happer par beaucoup trop d'énergie extérieure, environnementale. Donc voilà, il y a un besoin de contact et de présence. Donc on va voir au fur et à mesure de ce que j'ai retenu, dans ce que vous avez partagé au travers de mes propres filtres, ce qui s'est dégagé, les 3 mots que vous avez cités dès le début qui se retrouvent plus ou moins. Vous nous décrivez évidemment une enfance assez joyeuse, dans un climat de parents non artistes, assez aux antipodes de ce que vous pratiquez aujourd'hui comme activité. Et en même temps, dans une grande fratrie, vous dites qu'il y avait une bonne entente. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous dites que vous êtes reconnaissant d'avoir été bien aimé. Et vous dites pas j'ai été aimé, vous dites je n'ai pas manqué d'amour. C'est un peu ce qui m'a interpellée, comme s'il y avait déjà une grande gratitude. Et vous le disiez un peu plus tard dans l'interview, vous avez été porté par votre famille en liberté de suivre votre voie, vos envies, la possibilité même de rater son bac et d'avoir une vie, dirais-je, un peu atypique, qui vous a amené à beaucoup de confiance en vous et qui vous mène sur un chemin lui aussi un peu marginal. Je ne sais pas si ça résonne avec ce que j'ai dit ça parce que pour mes sœurs aînées et même ma petite sœur, c'était pas le cas. Ah, donc vous avez été... C'est-à-dire qu'elles ont eu des diplômes, elles ont fait des... Parce que
Je pense que ma mère était derrière et alors que moi, on m'a jamais rien. On m'a laissé faire, on m'a donné de la confiance en fait. C'est ça se sent immédiatement. D'ailleurs, quand vous parlez de votre mère, en expliquant ce qu'elle fait comme métier, votre téléphone sonne. Donc c'est ce qu'on appelle nous aussi une synchronicité. Si on était au cabinet, j'aurais fait travailler sur le téléphone. Tiens, qu'est-ce que votre mère aurait envie de vous dire à ce moment-là? Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelques lapsus assez révélateurs. Alors, vous vous retrouvez enfant de cœur dans votre parcours, vous nous racontez ça. C'est comme si c'était moi, je l'ai perçu comme une classe préparatoire au métier de comédien. Parce que quelque part, c'est très ritualisé. Je me suis dit, mais en fait, mais oui, j'y allais parce que j'allais dire, je faisais de la comédie. Non, c'est pas très sympa pour. Mais oui, c'est d'être utile, de faire quelque chose, de lire, et oui, on vous donnait des responsabilités. Tout à fait. Et c'est ça qui c'était pas un jeu, mais c'était de. J'y ai vu des points communs parce que c'est très ritualisé également. Oui, on revêt un habit, donc ça peut être comme les costumes des personnages de comédie. Voilà, c'est très séquencé, c'est très orchestré, et vous découvrez dans le cérémonial de l'église quelque chose qui vous conduit à lire un texte en public et donc à prendre la parole. Très peur. Évidemment, il y a le trac. Ouais. J'avais 9 ans, moi. Moi, j'ai vu comme une classe préparatoire, et finalement tout se déroule un petit peu comme un fil très où il y a du sens dans tout ce que vous faites, au gré des rencontres, avec une pointe d'audace et en même temps de beaucoup de réalisme. Vous téléphonez, vous allez passer des castings et vous êtes tout de suite très conscient de la précarité du comédien qui peut être au chômage. Donc il y a quelque chose où vous vous mettez un challenge, un leitmotiv, il va falloir travailler, vous mettez une deadline de 2 ans. Son derrière et avancer. Et en même temps, guidé par cette professeure de théâtre, vous vous lancez et finalement les portes s'ouvrent comme quelque chose de naturel. Et vous le disiez à un autre endroit de l'interview, je ne sais pas ouvrir les portes, ça faisait résonance à peut-être ce manque d'opportunisme. C'est le mot que j'ai mis dans le métier artistique. Vous êtes là, vous occupez une place, une vraie place, vous êtes très travailleur, dirais-je même très méticuleux, probablement une personnalité perfectionniste. Vous prenez beaucoup de temps pour écrire, vous faites au plus juste pour faire peut-être que ça vous ressemble beaucoup. Et comme il y a, je pense, beaucoup de cœur, c'est parfois difficile d'aller l'offrir comme ça. Et de taper un peu à toutes les portes, d'aller vers l'extérieur. En tout cas, ce mouvement de l'intérieur à l'extérieur a été quelque chose de très vivant ici, dans le plateau. J'ai pu le voir au travers de votre gestuelle. Alors vous le disiez, vous tissez les textes, les sketchs comme je le sens, et tant qu'il y a de l'amusement, je les joue. C'est vrai que vous avez parlé de votre enfant intérieur très vivant. Vous le disiez, je suis un vieil enfant sur scène. Oui. On a vu beaucoup dans votre regard, en tout cas j'ai vu dans votre regard beaucoup d'espièglerie, et même dans l'attention lors du coup de cœur, vous étiez très attentif, un peu comme captivé par l'histoire qui se racontait. Donc il y a vraiment de ça. Je ne sais pas si ça circule autant à l'intérieur de vous que ce que j'ai pu ressentir. Et alors, dans les 10 questions d'introspection que vous a posé Cyrielle, il y a ce temps nécessaire parce que les questions sont difficiles. Ça revient, ce côté, je dirais, un peu sauvage de votre personnalité, comme si vous aviez besoin d'un pré-contact avant de rentrer pleinement dans le contact. Alors je pense que c'est peut-être la possibilité sur scène de sentir qu'il y a ce prologue, il y a souvent cette mise en bouche, cette première partie, et ensuite vous y rentrez pleinement. J'ai retrouvé ça dans l'interview aussi. Vous parlez de la scène ou vous parlez dans mes relations Alors vous le disiez en lien à la scène, mais c'est peut-être le cas déjà dans votre vie privée. Oui. Non, parce que j'ai un petit côté parfois sauvage et un peu solitaire, et c'est pour ça que peut-être que je vais sur scène aussi pour peut-être communiquer des choses que... Enfin, j'ai dit ça
Eh oui, vous dites ça avec votre petit côté un peu lunaire. Alors moi, j'ai bien retrouvé le côté timide dans cet espace-là. Et le mot curiosité est venu beaucoup parce qu'avec vos nombreux projets, voilà, vous allez au bout de vos envies pour peut-être vous sentir en vie et accepter d'être touché, partager ses idées et puis accepter de toucher les autres. Alors merci beaucoup Didier Benhureau de nous avoir partagé cette rencontre tout en simplicité. Merci encore. Pour votre écoute. Et merci à vous, Nathalie Dodrieux, notre thérapeute psychocorporelle, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Didier Benhureau. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui pour découvrir ce spectacle Benhureau entier à partir du 26 janvier, mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 16h au studio des Champs-Élysées. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous découvrir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je voudrais dire aussi merci à notre coup de cœur du jour, Augustin Ledieu et Mathias Loriot-Prévost d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui. Allez voir le spectacle Zadj tous les mercredis à 19h15 au Grand Point Virgule. C'est jusqu'au 13 mars en tournée partout en France. Merci à la réalisation audio et vidéo à Benjamin Arnaud. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous comme toujours de nous avoir suivis. Merci à Nathalie Dodrieux d'avoir été avec nous et Alban Bartoli à la chronique aujourd'hui. Et rendez-vous demain dès 15h avec le docteur Laurent Carilla pour son livre Docteur Addict ou pas. L'occasion de savoir justement jusqu'où les médecins ont-ils des addictions. Grande question. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.